Bien. On termine cette notation par le coach Francesco Farioli. C'est pas évident de noter le coach. Je peux commencer. Vas-y. Bon. Deuxième journée contre Lorient, j'avais fait un discours de 2 minutes complètement à son avantage. Voilà. Donc, je vais finir, je pense, voilà, de la même manière. Moi, je vais lui mettre 7 sur 10. 7,5 même, 7,5 sur 10. Je vais expliquer pourquoi et après, j'écouterai tout argument. Francesco Farioli, c'est première saison dans un top 5 grand championnat. C'est objectif atteint plus, vu que c'était le top 6, il finit cinquième. C'est dauphin du PSG à la mi-saison. C'est meilleure défense du championnat. C'est 17 clean sheets en 34 matchs. C'est un coach qui a perdu son groupe dans la deuxième moitié de saison et du haut de ses 35 ans, il a réussi à remettre tout le monde sur le rail et à finir en beauté, alors que beaucoup auraient peut-être lâché l'éponge et auraient démissionné ou se seraient fait licencier. Et il finit sur une défaite sur les 9 derniers matchs. Il fait un quart de finale de Coupe de France où il se fait sortir au parc. Honnêtement, en termes de résultats, oui, il aurait peut-être pu finir quatrième, mais est-ce qu'au final, sur la ligne de départ, en début de saison, cinquième, c'est. Je vais pas dire ce qu'on aurait signé parce que moi, bien sûr que maintenant, je n'aurais pas signé la cinquième place, j'aurais signé un top 4. Mais voilà, alors oui, c'est aussi des mauvais choix. Oui, c'est aussi des mauvaises gestions comme Mohamed Ali Chaud. Oui, c'est beaucoup trompé dans ses changements. Mais c'est aussi des joueurs qui ont progressé. C'est Melvin Barr qui a progressé. C'est Pablo Rosario qui a progressé. C'est Evan Guessant qui a progressé. Donc, il y a énormément eu aussi de progression sous Francesco Farioli et des joueurs qu'on n'imaginait pas pouvoir trouver à ce niveau. Je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Après, oui, on va me parler d'ennui, du manque d'émotion, du manque de folie. Encore une fois, j'entends. Mais si on rajoute ça, du coup, il a 10. Voilà. Donc, moi, je vais lui enlever tout ça, ce qui va couper cette part du gâteau-là. Et je lui mets 7,5, tout simplement parce que il a un bilan qui est plus que correct. Et je pense qu'il a surperformé avec l'effectif qu'on lui a donné sur la ligne de départ. Voilà, tout simplement. Waouh. C'est encore plus compliqué. Je crois que c'est la notation le plus compliquée. J'ai vu qu'on avait oublié Tom Louchet. On va le faire juste après, les gars. Vous en faites pas. Oui, et d'ailleurs, j'allais te dire, je sais pas si tu l'as mis avec les milieux, moi je l'aurais mis avec les latérales droits, les latéraux droits. Mais, voilà. Bah, au rapport sur la saison, il joue plus milieu que latéral. Ouais, mais moi je veux plus qu'il bouge de piston droit. On en parle juste après. Euh, Tu lui mets 7,5. C'est compliqué parce qu'en fait, tu peux pas. T'es forcé de prendre tous les critères en compte. Moi, je prends plusieurs critères. Je prends le critère objectif atteint. Il arrive, on lui dit l'OGC Nice doit être européen, tu dois faire top 6. L'objectif, il est atteint. Je prends en considération le contexte et la physionomie de la saison. Tu commences très haut, tu as un trou d'air, tu termines un peu à l'arrache, mais tu termines bien. Mais tu termines quand même un peu avec des regrets et avec quand même de la frustration dans les discours en se disant on est content d'être européen, mais c'est chiant quand même qu'on ait eu ce trou d'air de 2-3 mois. Ça. Moi, ce que je mets en avant le fait que il a su recréer une dimension équipe, une dimension groupe. Chose que, on n'avait plus vu depuis un certain temps. Cette dimension voilà, de solidarité, de bagarre. Euh, Maintenant, je ne peux pas omettre le fait que j'ai pris peu de plaisir cette saison en regardant l'OGC Nice. Voilà. Et ça, je suis désolé, mais c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur.
Je veux dire, au bout d'un moment, bah, c'est l'entraîneur en En grande fait, en fait, partie. En grande ben partie. non, non, je suis pas d'accord. C'est plusieurs facteurs. C'est plusieurs C'est, facteurs, mais c'est- c'est lui qui, alors que Boga comment dire, a une situation de contre-attaque, veut être dans cette gestion du tempo, veut être dans cette gestion du rythme. Je suis désolé. Si tu me poses la question, est-ce qu'on aurait pu faire mieux dans le jeu avec les joueurs qu'on avait sous la main? La réponse, elle est oui. Donc au bout d'un moment, tout faillible qu'il est, tout inexpérimenté qu'il est, merci pour la qualification européenne. Merci d'avoir développé certains joueurs. Merci aussi pour le discours, la communication, parce que c'est vrai que là aussi il a été très bon, mais j'ai pas l'impression que le fit avec OGC Nice, il a été incroyable. Parce que nous, je pense que ce qu'on attend, c'est un entraîneur dogmatique, certes, mais moins lisse, un peu plus sanguin, avec un peu plus de caractère, de personnalité. Pour tous ces facteurs-là, pour moi, Farioli, sur la saison, il mérite la moyenne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus, rien que par rapport à l'objectif atteint. Mais pour moi, c'est entre 5 et 6 quoi. quoi? Ouais, Non, mais moi, pour moi, je mets 6 Farioli. Je mets 6. Les ah gars, vous mettez ouais, quoi sur le chat? Je suis dur ou pas? ah ouais. Les gars, Si- Farioli, si vous prenez tous les éléments en considération, tous les éléments en considération, qualité de l'effectif, euh, Alors déjà, excuse-moi, attends, si on attends, prend. attends, philosophie de jeu, gestion des jeunes, gestion des coachings, il y a eu des bons coachings, il y a eu des mauvais coachings, Progression des communication, joueurs. progression des joueurs, tous les paramètres en compte, tous les paramètres. Moi, je pense en tout cas qu'avec l'effectif qu'il avait à la base, il a rien à faire dans les 5 premiers du championnat. Moi, Pardon? je vous le dis. Pardon? Moi, cet effectif, vous excitez depuis le début dessus. Pour moi, avec cet effectif, il a surperformé. Je vous le dis honnêtement, hein. Moi, c'est mon avis. Avec cet effectif, il a surperformé. T'aurais mis n'importe quel autre entraîneur, ah, n'importe quel, je pèse mes mots, mais je suis pas sûr qu'on soit dans les 5. Je vous le dis très honnêtement. Pour moi, quand je vois les effectifs au début de saison, je me dis on sera entre 6 et 9. Je me dis pas on sera dans les 5 premiers. Il a passé toute la saison dans les 5 premiers du championnat, majoritairement dans les 4. Genre, moi, je te dis, comment on peut mettre. Enfin, moi, pour moi, je trouve 6 c'est dur. Si nous on met 6, combien on met à ses prédécesseurs alors? Je dis, il fait aussi bien que Galtier avec un effectif, mais Et tu sais beaucoup. quoi? On va regarder ce qu'on avait mis l'année dernière sur Digard et Favre. Ça te va ou pas? Oui, oui, non, mais après, Bah, chacun son avis. Digard, on a mis 13. Donc tu estimes que Digard, il a fait un meilleur passage que Farioli? Non, mais les gars, Bah, moi, sur Digard, il a eu une demi-saison en moins. non, mais d'accord, je suis Bah, d'accord, Flo, Pancho, mais. Non, mais. Bon, après. Digard, je suis désolé, tu sors de 6 mois, 4 mois Non, catastrophiques mais avec Favre, je... tu vas gagner 3-0 Louis II, tu vas gagner 3-1 à Marseille. Oui, euh, tu ouais, vis malgré tout bon, cet échec oui, retentissant en quart oui, de Coupe oui, d'Europe, mais tu le vis. Tu oui. te donnes le droit d'espérer sur une deuxième partie de saison. Pour moi, c'est. Enfin, quand tu. Bien sûr, enfin, faut être. Faut l'imaginer, mais sur les deux contextes du gars qui arrive en pompée de service et qui termine la saison avec le groupe qu'il a et l'autre qui prend le groupe avant la pré-saison et qui fait tout un arc d'une saison, ben, ça va peut-être être un peu dur ce que je vais dire, mais je trouve que Digard a eu un impact sur le Mais en groupe fait, beaucoup plus prédominant que Farioli. non, mais en fait, pour moi, c'est même pas comparable dans le sens où Giga arrive comme un pompier de service, mais il a un effectif qui est adapté à son style de jeu de un. Il connaît quand même parfaitement les joueurs parce que sur la première moitié de saison, il est adjoint à Lucien Favre. Ensuite, il est relégué chez les jeunes pour reprendre la place de Favre. Donc, il connaît le groupe, il connaît l'effectif aussi. Donc, il n'arrive pas comme un mec paumé au milieu de la jungle. Et surtout, il est dans un mood où ben, il a, comme tu dis, il a 4 mois à gérer. Et, et d'ailleurs, la fin de saison, je suis désolé, elle est très douteuse. Notamment, en fait dès qu'il y a ce match nul contre Auxerre, c'est la dégringolade, quoi. C'est la dégringolade. Donc, moi, je veux bien. Moi, ce que je trouve fort dans Farioli, c'est que, alors, encore une fois, le style de jeu, c'est une chose. Je comprends
qu'on n'ait pas tout le temps pris du plaisir et tout, je suis d'accord. Mais putain, le mec, il perd son groupe. Il perd son groupe. Il prend 11 points en 14 matchs. Il arrive à reprendre le groupe en main, sans mercato, sans rien. Je suis. Lui et son staff, ils reprennent le groupe en main. Il va finir avec une défaite sur les 9 derniers matchs. Il arrive quand même un minimum à se réinventer comparé au début de saison. Il finit avec la fin de saison avec une moyenne de 2 buts et demi marqués par match, alors qu'on disait que c'était une équipe qui jouait pas assez, qui marquait pas assez. Donc, en une saison, il a réussi, dans tous les cas, au moins à s'adapter à 2 fois son effectif. La première fois, c'est qu'il a mis une idée en place de base qu'il a tenue pendant toute la première moitié de saison. Et la deuxième partie de saison, il a réussi à récupérer son groupe qu'il avait perdu. Et en plus de ça, à changer, à faire un jeu un peu plus direct. Il n'a pas révolutionné, mais un peu plus direct. Et tu finis la saison, je suis désolé, sur les 10 derniers matchs, tu as une moyenne de plus de 2 buts par match de marqué. Alors, effectivement, la fin de saison, elle est plutôt intéressante parce qu'on marque plus de buts, on se débloque offensivement. Mais Moi j'aurais aimé voir ce mec une deuxième saison. Encore une alors, fois, moi je trouve que c'est. la question n'est pas Flo, attention. Est-ce que il n'aurait pas mérité de continuer? Moi, je considère que Ben, franchement, vu les si travaux qu'il a c'est. engagés, j'aurais bien aimé. Là, je juge la saison. Mais moi, Maintenant, la saison, je trouve que si tu fais cinquième du championnat, tu fais quart de finale de Coupe de France, alors tu perds au parc, bon, ben, tu veux faire quoi? Tu perds au parc, tu perds au parc, hein. Tous ces tours, ils les passent normalement. Voilà. Après, en termes d'émotion, oui, c'est sûr que moi, par la victoire 3-2 au parc, le 1-0 à la dernière minute avec Boga, peut-être la victoire contre Marseille, oui, c'est sûr, j'ai pas vibré comme un fou, je suis d'accord. Mais projet de jeu cohérent, style de jeu cohérent, équipe solide, équipe compétitive. Quand il y a un coup de mou, il la récupère. Il réussit à se réadapter en fin de saison. Il change un peu son style. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve sur. tu vois, je pense que après, on n'est pas forcément en accord et c'est très bien, hein, c'est le débat. Mais quelque part, l'affluence, Flo, l'affluence. On peut critiquer l'affluence. C'est un débat qui revient régulièrement dans la communauté de l'OGC Nice. Mais en tout cas, ce que je reconnais quand même quelque chose à notre communauté, à nos supporters, c'est que je pense qu'on a beaucoup de connaisseurs. On a beaucoup de gens aussi qui aiment le football. Et ces gens qui aiment le football, ils vivent peut-être un peu dans le passé comme nous, hein. On vit des exploits de Lucien Favre, de Hatem Ben Arfa et compagnie, mais on vient aussi pour se divertir. Voilà. On vient aussi pour se divertir, on vient aussi pour voir des buts, pour vivre des émotions. Euh, on a vécu des émotions cette saison, à des moments vraiment ponctuels, et, euh, et voilà. Je Alors, pense. il y a peut-être pas eu un grand engouement, mais une chose est sûre, c'est que je crois que sur la moyenne d'affluence, c'est un record historique Tu veux dire au stade. le taux de remplissage ou la moyenne d'affluence? La moyenne d'affluence, ouais. Ok. Si je dis pas de bêtises. Euh, Flo, un petit mot sur Tom Louchet, qu'on a zappé complètement. Le meilleur espoir, hein, le meilleur espoir de la saison. Tom Louchet, Tom Louchet, Tom Louchet. Est-ce qu'on peut déjà partir sur des encouragements avant même la notation? Oui, oui, bien sûr. Bien Ok. sûr. Encouragement. Plus. Plus même. Pour moi, Tom Louchet, on va y venir tout à l'heure lorsqu'on va juger la saison, mais encore une fois, avec le désert qu'il y avait à droite, je comprends pas qu'on l'ait pas plus vu. Euh, je comprends pas qu'on l'ait pas plus vu aussi au milieu de terrain. Alors certains vont me dire qu'il est peut-être un peu limité. Souvenons-nous quand même qu'il est titulaire lors du derby contre Monaco, qui provoque le penalty sur l'ouverture de Dante, qu'il est buteur Contre le Havre. contre Le Havre, mais aussi à Montpellier en Coupe de France. Honnêtement, Passeur décisif à Lille. passeur décisif à Lille, ouais, complètement. Il a une autre passe D aussi, je sais plus où. Il a une autre passe aussi, je sais plus quand. Il a 2 passes, Louchet. Donc on peut dire ce qu'on veut. Il a été percutant sur le peu de matchs joués à des postes différents. C'est un jeune qui en veut, qui a du ballon, qui a un bon pied aussi, ça j'apprécie. Une bonne qualité de centre, même les coups de pied arrêtés, honnêtement, Et une énorme un énorme QI foot. qui avait été vanté par Ferrari. C'est ça aussi, tu vois, une forme de dissonance en fait qui se crée entre le discours
de Farioli et l'application, tu vois, par rapport à Loucher. Euh, Vraiment, cette gestion-là de le mettre au fond du banc pendant plusieurs semaines, alors que les titulaires, en fait, t'envoies pas un bon message pour moi dans cette gestion des jeunes. Et là, je m'aventure un peu sur le prochain sujet, c'est-à-dire que si au bout d'un moment les titulaires ne répondent pas présents, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu fais jouer les joueurs qui sont dans la rotation parce que bah, ils ont peut-être plus de mérite et peut-être plus Oui, d'envie oui, aussi. oui. Après peut-être qu'ils voulaient. Enfin, je sais pas de défendre l'indéfendable, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu le voir jouer plus. Mais après, peut-être que tu as des coachs qui vont se dire, bon, bah, dans les moments où ça va pas, bah, ok, je lance les jeunes parce que j'ai rien à perdre. Et tu en as peut-être d'autres qui vont te dire, ouais, mais si je les lance, je peux les cramer. Tu vois ce que je veux dire? Et, et d'un côté, là, on peut pas donner tort aussi. Et où je peux donner tort à Jikar l'année dernière, c'est qu'il a lancé tellement de jeunes qu'il n'y avait plus aucun sens à lancer des jeunes. Je veux dire, tout le monde s'est extasié, par exemple, sur Belayan. Moi, Belayan, je suis désolé. Pour moi, il avait pas forcément le niveau d'un joueur titulaire de Ligue 1. Enfin, voilà, pour moi, je pleure pas le départ de Reda Belayan. Quand je vois aussi la lancée d'Amraoui l'année dernière, Amraoui, je suis désolé, bah, aujourd'hui, Amraoui, il n'a pas sa place en Ligue 1 non plus. Donc, je suis d'accord que j'aurais aimé voir plus de jeunes, les Aliou Baldé, Antoine Mendy, surtout quand il y a eu des manquements. Maintenant, oui, j'aurais aimé voir plus Souché aussi. Mais je me dis que peut-être à ce moment-là, et par exemple Favre, c'était un coach aussi comme ça. Quand ça allait pas, ben, c'était aux anciens de prendre la responsabilité. Il n'aimait pas forcément lancer des jeunes, tu vois. Et je me rappelle qu'une fois, je t'en rappelle, il avait d'ailleurs piqué un coup de gueule en fin de match avec un supporter niçois. C'était sur Beansport en direct qui râlait parce que il avait pas lancé, les supporters râlaient parce qu'il n'avait pas lancé de jeunes. Il me dit, mais ils veulent que je les crame ou quoi, les gamins, tu vois. Donc il y a peut-être ce côté-là aussi. Je sais pas. Mais moi aussi, j'aurais aimé voir plus Tom Moucher, je suis d'accord. Ça fait une note de combien ça pour Loucher, Flo? Moi, je mettrais 6,5. 6,5 pour Loucher. Écoute, je vais être assez cohérent. Je vais regarder déjà le chat, ce que vous avez dit par rapport à Loucher. 6,5, 9, 8, 7, 6. T'as relevé les notes du chat pour Farioli? Bonne question. Alors non. Ça dit quoi sur Farioli? J'ai pas vu. 6, 6,5. 6,5, 5, 7, 6, 5, 7. Ouais, on va dire, allez, un bon 6,5 pour Farioli si on fait à la louche, hein. Pour loucher, hein, pour rester dans les louches, euh, je pense que je vais mettre 6,5 comme toi. J'ai beaucoup aimé le joueur, j'ai beaucoup aimé son intelligence de jeu, j'ai beaucoup aimé sa polyvalence. J'aime sa qualité technique aussi, son qualité de pied aussi. Enfin, surtout sa qualité de pied que qualité technique. Et le chat dit quoi par rapport à Loucher? 6,5. Ouais, 6,5. Allez, 6,5 pour Loucher. On reste bons amis. Ce qui donne, mesdames et messieurs, pour mes notes, une note globale des joueurs et du coach de 5,9. Pour toi, Flo, une note de 5,92. On est vraiment très très proche. Et pour le chat, 5,95. Vous avez été, on va dire, les plus gentils. Pour une moyenne globale de 5,92 du coup. Bon, on est à combien? On est à, je sais plus compter. 5,9 plus 5,9, 11,8. On est, Dans les notes de l'année dernière. mais pareil que l'année dernière. Alors qu'on a fini 4 places plus haut. Ah, on est exigeant. On est exigeant. Non, je pense. Tu sais quoi, je pense? Je pense qu'il y a. Parce que moi, je sais pas comment tu l'as vécu, mais j'ai pas senti. Tu sais, quand on s'est qualifié en Coupe d'Europe, j'ai pas senti une ville en fête ou comme les précédentes. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. J'ai pas senti. Je pense qu'on est là. Je pense que certains ont été lassés de la saison avec Farioli, parce que c'était un style de jeu qu'ils n'aimaient pas et je peux comprendre. D'autres comme moi sont lassés de la gestion d'Ineos. Et en fait, je pense qu'on est un peu lassé de l'extra sportif. Tu vois ce que je veux dire? Qui prend carrément le pas sur le plaisir qu'on a sur le terrain. Je pense qu'on est lassé en fait de revivre les situations chaque année.
Et je pense que là, pour le coup, on a toujours parlé d'année de transition, mais je pense que cette année, c'était vraiment une année de transition et qu'on a enfin signé le vrai virage, c'est-à-dire être sous tutelle d'Ineos, mais autonome. Et je pense que l'année prochaine, il y a moyen qu'on retrouve, tu sais, le vrai engouement. Et alors, peut-être dans les résultats, ça passera pas tout le temps, tu vois, mais le vrai engouement et le vrai prise de plaisir qu'il y avait par la communauté, quoi, en général, tu vois. Mais j'ai pas senti un truc de fou après la qualif Hmm. en Europe, Ouais, quoi. je suis d'accord, mais c'était un sentiment bizarre. Je me rappelle de l'interview de Todibo qui était content, mais tu vois, il y avait de la retenue, du soulagement, même un peu de déception. Et ça, je pense que ça s'est ressenti un peu au global. Et cette saison, elle était quand même fatigante, tu vois, parce que tu démarres un nouveau cycle, des nouveaux joueurs, enfin, et puis surtout, tu as un détachement qui est quand même, je trouve, important avec les joueurs. C'est-à-dire Mm. qu'on aime notre club, on est supporter du gym, donc quoi qu'il se passe, et peu importe la division dans laquelle on jouera ou on joue, il y a un détachement, quoi. C'est-à-dire que Mm. tu n'arrives pas à t'identifier à certains joueurs. Talabanas nous dit, Ineos, c'est quoi leur note? Franchement, on pourrait même les... Mais on va en venir, non? Bah écoute, on peut passer à la note de la saison. Alors, les gars, on va faire une note globale de la saison sur plusieurs éléments. Écoutez bien. On commence, Flo, par le premier. Le jeu, le niveau technique, les émotions. Une seule et même note sur 10. Vous mettez combien? Vous mettez combien? 5, Jeu, hein. niveau technique, émotion. 5. Voilà. Flo, tu mets 5. Ouais. Ok, bah... Moi, je mets 4. Je mets clairement 4. Je vois 5, 4, 4, 4,5, 4. Ouais, franchement, les gars. En fait, c'est juste, est-ce que tu t'enverrais pour le plaisir des matchs de cette saison, quoi? En fait, il faut se poser cette question-là, tu vois. Est-ce que PSG là, Nice. t'as 2 heures à taper, tu dis, putain, je m'enverrais bien un Nice-Clermont, là. Non, ça non, mais un PSG Nice, ouais. Ouais, ok. Un, Un Monaco-Nice, un éventuellement. Monaco Nice pour l'intensité du match et tout. Nice Lens, Nice Rennes à domicile. Lens Nice aussi, j'ai bien aimé. Ouais. C'est peu. Nice Lorient, Nice Lorient, le 3-0. Ouah, il y avait rien en face, Flo. Oui, non, mais d'accord, mais il n'y a rien en face, mais on a joué quand même. Clairement aussi, il n'y avait rien en face, mais on n'a rien fait. 4, 5, 4. Deuxième critère. Alors, on va remixer, on va enlever la com du club et on peut parler d'Ineos si tu veux, Flo. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, le club est Ineos, ça. Ok, l'ambiance sur la saison, que ce soit les supporters, Au stade, au stade, parquage, tout ce qu'on veut, quelle note pour cette partie-là, on va dire? franchement, au stade, moi qui suis abonné, franchement, par respect pour la populaire sud qui vraiment fait son maximum, je mets 5. T'es dur, Mais t'es dur. non, vraiment. Je te jure que le Tifo contre Paris, ça gonfle la note, mais je te jure que c'est plus comme avant, Pancho. Je te promets qu'au stade, ça sonne creux. Vraiment. Il y a la Attention, pop. je te parle pas de l'engouement. Non, non, moi je te parle d'ambiance, l'ambiance au stade. Hmm. L'ambiance quand tu Ah, reçois des l'ambiance au matchs à stade. Nice. Moi je te dis, c'est 5. Il y a la pop qui fait son maximum, mais derrière, c'est vide. Et même dans les matchs compliqués, tu tournes sur les mêmes champs, c'est compliqué. Et je pense que même un argument, tu vois, je pense qu'il va coller en ma faveur. Je pense que si la pop remonte au deuxième anneau, c'est pas pour rien non plus, tu vois. Parce que déjà, moi j'ai remarqué un truc. Tu sais, quand ils ont replacé en latéral sous le toit du stade, déjà, je te jure, ça résonne beaucoup plus, il y a 3 fois plus d'ambiance. C'est con, hein, mais je te jure, il y avait le virage, ils se répondaient. Tu sais, quand ils étaient au troisième anneau, ça se Hmm. répondait, les, euh, les qui nous sommes. Ils se répondaient, mais ils étaient pas plus que d'habitude. C'est juste que sous le toit, ça résonne beaucoup plus. Je pense qu'au deuxième étage, déjà, ce sera beaucoup mieux. Je pense qu'on va retrouver la vraie brigade, tu vois, du début de l'Alliance. Mais ouais, franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y avait d'autres abonnés avec moi, de la télé ou quoi, mais moi, c'est 5 en termes d'ambiance. Cette année, c'est 5. J'espère que ça. J'ai l'impression que le live a un peu freeze. Alors attendez. Est-ce que vous êtes encore là, messieurs, dames?
que tout va bien? Est-ce qu'on nous reçoit? Euh, Non, c'est bon, c'est clean. Ok, super. Alors, c'est un excellent sujet qui va faire l'office d'un numéro avec normalement Bruno du fanzine Bodhisatta qui eh bien, a une connaissance, on va dire, monde ultra, tribune, etc. Et moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus parce que n'habitant pas Nice et ne comprenant pas, on va dire, tous les aspects, etc., je pense qu'il y a plein de choses. Je pense qu'il y a le côté générationnel, il y a effectivement la localisation peut-être dans le stade, sans doute. Euh, mais ouais, pour l'ambiance, moi je trouve que quand même, en termes de... Il y avait pas, il n'y a pas eu des grandes soirées, on va dire. Mais par contre, même quand c'était chiant à mourir, enfin, ils étaient là, quoi. Tu vois. C'est ça Non, mais que. on a été là, enfin, parce qu'on parle de la BCN, mais il y a tout le stade qui a toujours été là. Mais je sais pas, quand je compare à d'autres ambiances qui pourraient être de notre calibre, tu vois, je trouve on est loin quand même. Je pense qu'honnêtement, actuellement, on n'est pas dans les 8 meilleures ambiances de France, tu vois. Hmm. On est loin, je trouve. Et encore une fois, la populaire n'y peut rien. Tu vois, par exemple, c'est un truc tout bête, mais t'as un stade plein contre Brest à l'aller, t'as un non-match. Tu mets pas les supporters dans ta poche. Tu fais rien pour enflammer. Il se passe rien pour amener le monde avec toi. Contre Paris, là, 2 journées de la fin, pareil, t'as un magnifique Chifo. L'ambiance de la première mi-temps est dingue. Mais en seconde, ben, tu vois, après petit à petit, ben, le public aussi s'essouffle de voir que l'équipe, elle pousse pas, elle joue pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Et en fait, c'est tout ce mood-là qui fait que, ben, franchement, moi, le stade, je l'ai trouvé pas éteint, mais je sais pas, c'était une belle ambiance en début de match. Puis après, en fait, à l'image de l'équipe, tu vois. Mais de toute façon, le public de Nice, c'est ça. Le public de Nice, il a l'image de son équipe. C'est-à-dire que t'as une équipe qui joue, derrière, t'as un public, il est waouh, tu vois. Et par contre, quand tu vas avoir une équipe qui ronronne, ben, le public, il ronronne aussi parce que tu ne mets pas les spectateurs dans ta poche. Tu vois ce que je veux dire? Ça va faire bizarre à Franck Hez, en tout cas, je pense. Il va avoir une sacrée tâche. Mais ça Euh, dépend. Dans les grands soirs, s'il arrive à répondre présent et à amener du jeu, même pas de résultat, juste du jeu, avec déjà les premiers matchs, je pense qu'ils seront bien blindés. Et si là d'entrée, il arrive à taper un grand coup et à amener du jeu, de la vivacité, tout ça, je pense qu'il peut emmener quelque chose avec lui. Écoute, moi, en fait, j'ai envie quand même. Alors, je vais parler de l'ambiance, je vais parler des supporters. Je vais englober peut-être un peu plus aussi le fait que la pop et les supporters ont été salis, je pense, des fois, euh, beaucoup trop facilement par rapport à des sous-entendus, par rapport à des comportements. Alors, bien sûr, il y a des choses qui se passent dans les stades qui se passe à Nice, mais aussi ailleurs. Et je trouve que sur la saison, sur le comportement global, bah, en tout cas, t'as rien à dire, quoi. Tu vois. Ah non, ça c'est sûr, hein. Voilà. Et par rapport à ça, alors, je dévie peut-être un peu, parce que là, on parlait d'ambiance, mais moi, je mettrais un point de plus. Je mettrais 6. Mais je te rejoins sur l'ambiance globale, où, hormis Paris et Brest, pour les 10 ans, c'est pas non plus dinguissime. Troisième élément, Ineos. Ineos. Wow. Ineos, Ineos, les moi, gars. c'est du 2, hein. Je peux expliquer. Bah, vas-y, hein. Mais si j'explique, c'est pas parce qu'on juge sur cette saison, mais eux, faut les juger depuis qu'ils sont là, hein. Bah, de toute manière, ce qu'on voit depuis toutes ces années, ça se matérialise encore ici. En fait, moi, tu vois, ce qui me dérange, c'est le discours. En fait, tu peux pas vendre du rêve comme ça aux gens, tu vois. Tu peux pas vendre du rêve comme ça à tout un peuple, toute une ville, tous les supporters du club, en disant, ouais, nous, notre objectif, c'est de concurrencer le PSG, c'est d'être la deuxième place forte du championnat de France. Ouais, dans 3 ans, l'objectif, c'est d'être installé en huitième de Ligue des Champions et tout. Et genre, 5 ans après, quand tu regardes derrière,
t'as zéro qualif en Ligue des Champions, t'as pas un podium en championnat, t'as pas un trophée tout court en fait. Et en plus de ça, ben, quand tu fais le bilan, 75% des recrues, c'est du flop. T'as capitalisé sur aucun investissement qu'ils ont mis en place. Donc en fait, ils ont jeté de l'argent par les fenêtres. Ils n'ont même pas mis en place je sais pas, du sponsoring, du marketing. Rien n'a été fait à l'échelle du club pour capitaliser et créer des revenus. Et en fait, ben, je suis désolé, mais genre 5 ans après, t'es plus, t'es plus instable qu'avant l'arrivée des Chinois quand il y avait River et Fournier, quoi. Pour toi, c'est un T'as- 2. Ben, en fait, enfin, on est passé du vas-y, on va augmenter le capital et tout, à on sait même plus qu'est-ce qu'on a comme enveloppe d'une saison à une autre. Et en fait, c'est eux aussi qui mettent le club dans la merde. Parce que quand tu vois des problèmes budgétaires aussi élevés, c'est parce que, ben, en fait, il faut savoir que quand un club se construit, c'est comme une entreprise. Si on te dit sur 3 années, on va te filer 100 millions par an, ben, tu construis tout ton modèle économique pour les 3 prochaines années toucher 100 millions par an. Là, on te donne 50, 60, 70. Et au moment de te donner 100, on te dit, les gars, restriction budgétaire, on descend à 20, 30. En fait, tout le modèle économique que tu as construit, d'un coup, il s'écroule. Et je te retrouve, franchement, ça aurait pu être dangereux économiquement pour le club, parce que tu aurais pu te retrouver avec des dettes. Heureusement qu'ils ont assumé jusqu'au bout leur rôle d'actionnaire, c'est pour ça que je leur mets deux, parce que chaque fin de saison, ils sont venus combler les dettes. Mais pour moi, et je vais le redire ici, je sais qu'il y en a, je les choque, mais pour moi, la réussite sportive de l'OGC Nice n'est en aucun cas grâce à Ineos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là avec Ineos, on était capable de le faire sans Ineos. Donc pour moi, à aucun moment, Ineos est responsable positivement de ce qui nous arrive. Et pour moi, ils nous ont plus amené de l'instabilité sportive, je ne parle pas économique, je parle sportif plutôt que un apport positif, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Je vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, je pense qu'ils n'ont pas pris les choses dans le bon ordre dès le départ, en arrivant, en communiquant d'une manière totalement disproportionnée, en investissant d'une manière un peu excessive sur des potentiels plus que sur des niveaux. Et puis parce que aussi ils intervenaient après une période où eh bien, on montrait que Nice c'était un projet sportif fiable qui se reposait sur des principes de jeu, sur quelque chose d'attractif, sans pour autant avoir énormément de moyens. Et voilà, Nice devait devenir une vitrine, devait devenir aussi un rayonnement sportif au travers d'Ineos. Et, et finalement, eh bien, tu t'aperçois que c'est beaucoup, effectivement, comme tu l'as dit, d'instabilité, de changement d'entraîneur, de changement de cap. Et puis, ben, quelque T'as part, pas sorti un gros jeune, t'as pas sorti un gros jeune, juste en 5 ans, hein, un centre de formation totalement, le totalement à néant. la ramasse. Et là, aujourd'hui, tu essayes de combler un retard. Mais aujourd'hui, même dans les dirigeants que tu prends, tu es obligé de recruter à droite et à gauche parce qu'en interne, c'est le néant. Alors après, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais Zéro plus-value sur les joueurs que t'as achetés. Il n'y a pas eu un joueur que t'as acheté sous Ineos où t'as fait une plus-value dessus. Saint-Maximin. Genre, ah oui, oui. Mais ça, non, Saint-Maximin, on l'a pas acheté sous Ineos. Ah Ah non, non, non. t'as raison, Saint-Maximin, il, c'est il vient avant, sous les Chinois. c'est avant. Non, non, je te dis, vraiment la première grosse plus-value que tu vas faire, c'est avec Tojibo. Voilà, qui est arrivé pour je crois, 8 ou 10 millions et qui va partir, je pense, autour des 30-45 millions d'euros. Mais voilà, c'est la seule plus-value que tu as fait sous Ineos. En plus de 5 ans. Genre, le bilan, il est terrible en fait. Et le pire, c'est que je me dis que le pire mercato qu'on ait fait, la pire équipe qu'on ait montée, c'est sous leur responsabilité. Quand il y avait 100% Ineos à la préparation du mercato. Franchement, ça fait peur, hein, le bilan, il fait très très peur. Nono qui nous dit pas de notes, c'est un hors sujet total, c'est Jean Dineos. Je suis pas forcément d'accord. Puisque ça reste quand même le propriétaire du club. C'est celui qui aussi a permis au club de se maintenir à flot financièrement pendant la période du Covid. Donc là-dessus,
Euh, je salue Louraï par rapport à ça, mais qui disait merci Ineos pour le passage de la DNCG en claquette. C'est vrai, parce que à Nice, c'est quelque chose qui nous a traumatisé pendant des années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit avec le recul, lorsqu'on prend un peu de hauteur, qu'il y a plein de choses, plein d'éléments qui n'ont pas été mis en œuvre dès le départ, qui auraient dû être mis en œuvre dès le départ pour qu'aujourd'hui on en récolte les fruits en 2024. Donc écoutez, si vous avez envie de mettre une note sur Ineos, vous pouvez, il n'y a pas d'obligation. Je vois du 0, du 1, 2, 3, franchement, allez, 2,5 pour être gentil. 2,5. Et puis moi, très franchement, euh, moi, je vais développer mon avis en disant que ils n'ont pas fait les choses dans le bon ordre. Ils ont fait pas mal de choses n'importe comment, mais les dernières décisions sont les bonnes. Je m'explique. Lorsque tu dis à ton directeur sportif que le projet change, le timing n'est pas bon, mais quelque part c'est logique. Parce que sur ton bilan comptable 2022-2023, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc quelque part, ton système économique n'est pas viable dans le temps. Ça veut dire que Ineos devra éponger tout ça et ce n'était pas dans l'idée. L'objectif aujourd'hui, Bocquet l'a dit il y a quelques mois, c'est d'être dans un système autosuffisant. Alors attention, il y aura toujours besoin de ramener quelques pépettes, mais dans l'idée, c'est, je pense, hein, derrière, c'est s'appuyer sur un centre de formation performant parce que un centre de formation, finalement, quand tu sors des joueurs, ça coûte moins cher que d'acheter des joueurs à fort potentiel et ensuite les revendre. C'est attirer les gens au stade, c'est créer voilà, de l'engouement, créer un projet de jeu, tout ça. Donc, on va dire que j'entends les critiques, mais dans les dernières décisions, je les comprends, même si encore une fois le timing il est catastrophique. Parce que Ghisolfi, bon, est-ce qu'il serait resté ou pas, même s'il y avait eu ça, je pense pas, parce que lorsque l'AS Rome vient te chercher, est-ce que tu hésites vraiment lorsque tu es à Nice? Je ne suis pas sûr. Mais du coup, je vais être un peu plus haut dans la notation. Euh, Au global, je mets pas la moyenne. Sur les dernières décisions, même si ça peut paraître très impopulaire, pour moi, c'est les bonnes. Parce que économiquement, c'est pas viable du tout. Voilà. Et lorsque tu mets Bocquet en tant que directeur général, qui a un profil directeur administratif et financier, c'est pas pour rien. C'est parce que tu dois reprendre en main les comptes qui ont été mis dans le rouge d'une manière totalement lunaire. Donc pour moi, c'est 5 sur les dernières Ah oui, décisions. Ouais. Ça va, la moyenne, c'est ok. C'est ok. non, t'es très gentil, Je mais suis ouais. gentil, mais je pense lucide sur les dernières décisions, Flo. Toi, t'as englobé, t'as fait le package Ineos depuis l'été Bah, je me 2019. dis que bah, les dernières décisions, Faut pas c'est en déconner gros. quand même. Enfin, je veux dire, sur le dernier mercato, ils ont dit qu'ils ont fait une réduction budgétaire. Ça va. Enfin, je veux dire, en tant que réduction budgétaire, tu lâches 6 mois avant 45 millions lors de ton mercato hivernal. Tu lâches 20 patates sur Boga l'été qui suit, entre autres. Enfin, je trouve que des fois, on est un peu trop matrixé par certains sujets. Tout le positif ne vient pas d'Ineos justement. Bah, c'est pas ce que j'ai dit matin. J'ai dit que dans les décisions qui sont celles de Ineos sur les dernières, pour moi, ça va dans le bon sens. Oui, mais là où je suis pas C'est une d'accord avec toi, c'est composante. que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que les décisions qu'ils ont prises, c'est pas pour le bien du club, c'est pour leur petit nombril et pour investir dans Manchester. Alors ça, effectivement, c'est un autre débat. On passe, Bah ouais, Flo, mais aux jeunes, à l'inclusion des jeunes dans le projet sportif de l'OGC Nice. Alors on l'a dit un peu, hein, en parlant d'Antoine Mendy, en parlant de Mohamed Ali Chaud, en parlant de Tom Louchet. Euh, Quelque part, ça fait partie aussi du système là. Mais qu'est-ce que tu as pensé concrètement de la gestion de Farioli vis-à-vis la des gestion. jeunes? Là, on parle encore de la gestion de Farioli, on parle de la gestion du club des jeunes, Bah, dans sa quelque globalité. part, tu englobes là le groupe élite, le groupe réserve en parlant de ça. On a dit qu'on centrait uniquement le Ben, groupe non, mais professionnel. Donc, alors si je parle juste de Farioli sur la gestion des jeunes, et je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une émission à la mi-saison, j'avais dit que son plus gros axe de progression, c'était la gestion des jeunes. Moi, je te parle de la gestion des jeunes, je lui mets 4. Même, je peux même descendre à 3. J'ai aucun mal là-dessus, je suis subjectif sur le sujet. Maintenant, si je parle de la gestion des jeunes
euh, quand je parle de gestion des jeunes, à l'échelle du club, et c'est là où je m'entends, c'est-à-dire ce qui va arriver, ce qu'il y a actuellement, et l'axe de progression de ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire les Louchés, les Mendy, les Shaw, les Buonanni, euh, on a qui d'autre? Le petit Boudache qui va arriver, euh, Traoré, Daouda, Daouda Traoré. Je me dis qu'on a quand même un bon petit vivier, 5-6 jeunes qui peuvent très rapidement rentrer sous les 2 ans dans le groupe pro, mais avec pas mal de temps de jeu. Et je pense que autant de jeunes avec autant de qualité, en fait c'est là où c'est paradoxal, c'est que pendant, on a bien été nourri sous Puel, on a vu beaucoup de jeunes sortir, bon, très peu avec beaucoup de qualité, hormis Benrahma, Mopé, bon, un peu le petit Cosilo. Ah, il y a eu aussi un peu Malan sous Favre. Mais sinon, après, bon, c'était des jeunes très moyens. Autant là, la génération qui arrive, on a mis du temps à la voir, mais je trouve qu'il y a vraiment des jeunes de qualité. Tu vois ce que je veux dire ou Hmm. pas? Genre, Antoine Mendy, tu sens qu'il faut encore que ça franchisse un petit cap, mais tu as envie de le voir enchaîner, quoi. Le petit Goucher, tu te dis, bon, ben voilà, dans la rotation avec une saison européenne, ça fait largement le taf. T'as la Le banane petit, nous dit Daouda Traoré, on a refusé effectivement une offre de la Juventus l'hiver voilà, dernier. C'était Daouda, peut-être l'une des toutes premières fois à ma connaissance qu'on voilà. refuse une offre aussi importante Da- pour un jeune joueur. Daouda, l'année prochaine, à mon avis, tu le verras en pro. Euh, le petit Orakpo à voir sa prépa, mais tu peux aussi peut-être le voir avec quelqu'un. Alors, c'est encore jeune, mais et je pense que les stats qu'il a, c'est pas du tout des références au niveau où il joue. Mais voilà, le voir un peu ce qu'il peut donner avec le groupe élite. Le petit Boudache, c'est pétri de talent. On a trois mecs appelés en U17 équipe de France. On est le club le plus représenté. Je pense que franchement, y a du beau qui arrive. On a déjà des mecs présents dans le 11 comme Ali Chaud. Euh, je pense qu'honnêtement, au niveau des jeunes, si tu me parles de la gestion de Farioli, c'est 3. Si tu me parles de la génération qu'on a réussi à construire Hmm. via achat et via la formation et qui arrive, on est sur un bon 6-7, quoi, tu vois. Il y a du talent qui arrive. Il y a de quoi fournir ton groupe pro. Il y a Euh, Buonanni aussi. Il y a Buonanni. alors du coup, tu mets combien sur... alors, si on reste sur les... Tu mets combien? Si t'englobes tous ces éléments-là, Ben, parce que là, il y a deux notes là, dans ce que tu dis. si j'englobe ça, je mets entre 5 et 6, tu vois. La gestion de 5,5. Farioli. Ouais, voilà, la gestion de Farioli 3 au niveau des jeunes. Mais après, ça arrive, tu vois. Franchement, ça Je suis arrive. d'accord pour décliner les deux choses, parce que tu as raison, faut pas voir le verre à moitié vide. La gestion, pour moi, elle est pas bonne. Du moins... Mais en même temps, quand je vois que Mendy ne joue pas pendant plusieurs semaines, c'est ce qu'avait dit Anto dans la dernière émission, il joue pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il attaque le rush final, il est prêt. Donc quelque part, est-ce que c'est pas ça aussi la bonne gestion? Mais c'est ce que je te disais. Est-ce que peut-être que les sortir au moment où ça allait pas, c'était pas les cramer aussi, tu vois? C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. Je sais pas, et je pense qu'on n'aura pas la réponse. On peut en débattre. Je pense que ça, c'est une philosophie, un peu comme on aime la philosophie de Giopa de Farioli, où on préfère celle de Simeone ou une autre. Ben là, c'est un peu pareil, tu vois. Je pense que ça, c'est je pense que ça, c'est la sensibilité de chacun, tu vois. T'en as, ils vont se dire, bon, ben, dans les pires moments, il n'y a rien à perdre, je sors les jeunes, tu vois. Et peut-être que là, ils vont sublimer. Et puis, t'en as d'autres qui diront, ben ouais, mais là, si je le sors, ben, je peux les cramer, tu vois. Quoi qu'il en soit, ok, bon, les jeunes, les gars, là sur le chat, ça dit quoi là? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Euh, tac, tac, tac. Cette saison 5, on s'améliore un peu. Ok, mettez des notes, les gars, hein, n'hésitez pas. Euh, moi, très franchement, allez, si je décline comme toi, gestion des jeunes par Faoli, mais en même temps, euh, prise de, prise de conscience de la qualité des jeunes, même si c'est deux éléments, on va dire, différents, bah, ça mérite minimum la moyenne. Au global, les gars, pas forcément individuel, hein, Mendy, on l'a déjà noté, hein. Honnêtement, je pense que, ouais, je mettrais gestion des jeunes par Fayoli, du moins de mon point de vue, c'est, on va dire 4. 4.
Et la moyenne de ce qu'on a vu des jeunes cette saison, pour moi, c'est 7. Et Ça ça, fait, 5,5, ça fait hein. 5,5. Ça fait 5,5. Donc j'ai vu que ça avait du 5 dans le chat. Et pour terminer, les recrues. Donc là, c'est un petit clin d'œil à notre directeur sportif, ex-directeur sportif Florent Ghisolfi. On va pas lister toutes les recrues, tous les mouvements, etc. Si vous êtes là, c'est que vous les connaissez normalement. En gros, Flo, je te demande, qu'est-ce que tu as pensé de la construction de l'effectif 2023-2024, dès l'été dernier, mais également les ajustements mercato hivernal. Si tu veux mettre une note uniquement mercato, tu englobes tous les mouvements, tu mets combien sur 10? Alors, quand j'avais fait le Space Gym, j'avais j'avais mis comme sujet principal, on en pense quoi de Ghisolfi, tu vois? Parce que ben, déjà, dès cet hiver, je me suis dit que le bilan, il n'était pas forcément si exceptionnel. C'est-à-dire que pour moi, le passage de Ghisolfi, c'est du 5 à Nice. Il y a eu des bons coups, il y a eu Boga, il y a eu Ali Chaud, il y a eu même Sanson. Mais pour moi, ce que je pardonnerai jamais à Ghisolfi, c'est de partir avec un effectif pour un coach et finalement de choisir un coach opposé total à cet effectif, tu vois. Et l'autre chose, ça va pas aller dans la saison 2023-2024, mais c'est à son crédit, c'est comment tu peux faire le transfert historique de ton club à 30 millions d'euros dans la période la plus indécise du club, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore ton entraîneur et tu prends un joueur, genre le plus cher du marché, tu vas le claquer au moment où tu n'as pas ton entraîneur de l'année prochaine. Genre pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Et ça, franchement, je lui en veux. Voilà. Ça, c'est voilà pourquoi je mets ça entre 5 5,5. Autre chose aussi, pendant la période de creux, j'aurais aimé un directeur sportif un peu à l'époque à la Fournier, Hmm. avec de la poigne, qui remette l'église au centre du village et, euh, et qui remet tout le monde dans le même sens. Et j'ai pas senti un entraîneur épaulé à ce moment-là par son directeur sportif. Alors oui, maintenu en poste, mais pas épaulé en termes de fermeté, tu vois, de poigne. Ah ben là, tu prêches un convaincu. Euh, Merci d'avoir viré le mercato d'Ineos quand même, nous précise Babin. C'est pas évident. C'est pas évident de juger Ghisolfi. En fait, c'est pas tant les recrues, c'est plus Ghisolfi. Honnêtement, si on parle uniquement de l'arc 2023-2024, on englobe forcément le départ des recrues estampillées Ineos. Pour moi, ça vaut. T'as mis combien toi, Flo? Moi, j'ai dit 5 mais j'étais avec 5,5, mais ça va pas au-delà, quoi. Pour moi, c'est la moyenne, quoi. En fait, il y a du bon, il y a du pas bon, en fait, tu vois. Et puis, au moment clé où ça va moins bien, moi, j'attends d'un mec comme Ghisolfi un côté leader. Tu vois, un peu comme il a eu dans la tribune à Bordeaux, tu vois, avec les Hmm, supporters. Quand il hmm. s'est rendu à Bordeaux au milieu de la tribune, mais derrière, j'attendais pareil dans le vestiaire, tu vois. Il a manqué de leader pour notre capitaine à Dante, mais il a aussi manqué ce directeur sportif-là. Tu vois, je pense qu'avec un Fournier, tout défaut qu'il avait, et même peut-être avec un Flo Maurice qui a beaucoup plus d'expérience, je pense que si tu as une autre période de crise comme ça, ben, tu vois, moi, j'ai un mec qui est de la poigne, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est clair. Il l'a pas eu. Ouais, moi je rejoins cet avis-là selon lequel, eh bien, Ah oui, et je- l'erreur Cahuzac aussi, en début d'année, ouais, hein. ouais, Cahuzac, il y a des choses que tu peux lui imputer, d'autres pas. Mais c'est clair que je pense que Nice a aussi besoin d'une figure forte. C'est pour ça qu'on aime autant, je pense, les prises de parole de Jean-Pierre River, c'est parce que ça manque, en fait. Ça manque aussi d'avoir une figure forte qui représente l'institution, qui prend la parole quand il faut la prendre. Pour moi, Mais tu vois, juste, je me permets de te couper, mais tu vois, quand tu parles de la sortie de Jean-Pierre River, bah avant que River fasse sa sortie, Ghisolfi doit en faire une. ah oui, c'est clair. La, Voilà. la dernière prise de parole qu'il fait dans la presse, c'est lorsque ça va un peu moins bien, la période un peu des défaites contre Montpellier, contre Nantes, etc. Et qui dit que voilà, on n'est pas désunis, que ça va aller, etc. etc. Bon, moi je pense, merci pour les travaux. C'est pas quelqu'un qui va rester dans l'histoire du club, de par effectivement le court contrat, mais aussi
bah, on va pas se le cacher, la manière dont il a quitté Lens pour venir chez nous, la manière dont il part à Rome alors qu'il négocie en janvier, on a l'impression un peu, même si, attention, passer de Nice à Rome, il y a aucun débat là-dessus, mais on a quand même voilà, il y a une forme d'opportunisme aussi de sa part. Mm. Maintenant, je pense qu'il n'a pas triché. Il a clairement pas triché dans sa mission. Et pour moi, ça vaut la moyenne. Ouais, ça vaut. Il y a des bons coups. Moi, je considère qu'au globe. Après, là où j'en veux aussi, c'est qu'il a raté son plus gros chantier du mercato hivernal, c'est une doublure à l'Otomba. Bah, et puis même Enfin, la concurrence. latéral gauche, à cette époque-là, tu attends quand même du lourd à gauche. On te parle de Lucas Digne, on te parle de Ait Nouri, on te parle de ce type de profil. Finalement, tu fais Romain Perrault un peu à l'arrache. Bon, ça se voit pas trop parce que Melvin Barr fait une saison de fou. À droite, tu bricoles en faisant Rosier parce que bah, tu prévois pas qu'Atal, ça se termine de cette manière-là. Sanson, je trouve qu'au global, c'est plutôt une bonne recrue. Aliou Baldé, en fait, au global, sur les recrues, pour moi, Moi, je mets Boga et Shaw à son crédit. Je mets ouais, Boga Shaw. Boga chaud, Sanson, Flo. Sanson. Oui, Sanson, ouais. Sanson. Sanson, mais tu vois, Et tu bon. vois, Youssouf, c'est encore indéterminé, tu vois. Tu peux pas Bah, encore parler de bon Youssouf, coup et mauvais coup. c'est un très bon début, et puis après, plus rien. Voilà. Donc, pour moi, ça, Après, non, pour moi, après, ça ce vaut que la je mets, moyenne. Franchement, Ghisolfi, 5. Je mets 5 de mon côté. après, ce que je mets aussi dans son beau côté l'année dernière, c'est de réussir à garder Thuram et Todibo, tu vois. Bah, alors là, j'ai envie de te dire, est-ce que finalement, c'était un bon move, là, un an Ben, après, que de au, garder au, Thuram? Surtout au Thuram. final, au final, non, mais c'est très fort après la saison qui fait les convoitises de le Moi, garder, moi, tu vois. moi, moi je suis pas de cet avis-là. Je pense que vraiment, ça a été vendu de cette manière-là parce que bah, ça toquait pas forcément à la porte, tu vois. Non, mais non, alors ça a toqué, mais pas au prix voulu. Ça a toqué. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as réussi. Après, tu vois, dans une négociation, tu as toujours trois parties. Tu as la partie adverse, ton joueur et toi, tu vois. Et enfin, qu'on le veuille ou pas, il a réussi à garder les deux joueurs qu'il devait garder. En tout cas, maintenant, on peut en penser ce qu'on veut en fin de saison. Mais l'année dernière, on voulait tout ce qui reste. Les deux, tu vois. Hmm. Il prolonge Todibo. Non, c'est pas lui qui prolonge Todibo. Si, c'est lui qui prolonge Oui, Todibo. avec Buonani et Boudaoui. Voilà. Il prolonge aussi Boudaoui. À l'époque, on dit tous que c'est un bon coup aussi de prolonger Boudaoui. Hmm. Tu vois? Enfin, bon, au final, c'est peut-être pas les bons choix. Mais à l'époque, ce qu'il fait, je trouve que c'est pas mal là-dedans. C'est pour ça, moi, je mets ouais, 5,5. Allez, 5,5. Ok, ça met combien, les gars, là, concrètement, là? Ça met combien? Pour, on va dire, Ghisolfi, arc 2023-2024. Je mets la note, c'est la dernière de la soirée. On est sur plus de 3 heures de live. C'est un gros morceau, hein, un gros morceau ce soir. Orakpo, c'est Ghisolfi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous mettez combien, Ghisolfi? Très franchement. J'ai mis 5, Flo a mis 5,5. On est sur la dernière note de la saison, globalement. Voilà, décliné en sous-parties. 5,5, 6, 7, 7. Ouais, Matt, il a mis 2. C'est un tricheur. C'est- mais deux fois, genre comme ça, après je le dicte, et ben tiens, et ça ressort souvent 7. Quel tueur. Allez, allez, pour faire la moyenne un peu grosso merdo, allez, 6,5 pour être gentil. Ok les gars, la saison, eh bien au global, la notation de la saison sur les critères émotion, jeu, ambiance, supporter, Ineos, les jeunes, Ghisolfi, 5,1 pour moi, Flo 4,6 et le chat 4,6. Clairement, Ineos à 2,5 et 2, ça fait trop mal. Mais en gros, voilà, on est situé à ce niveau-là. Et puis voilà. Il est minuit passé. On est à Ouais, on a 3. fait un gros live. Ouah, c'est terrible. La VOD va faire 3 heures. 3 heures pile. Donc, si vous en êtes arrivé jusque-là, que vous soyez en live ou que vous soyez en replay, bah déjà bravo. Bravo, c'est pas évident. C'est comme si vous aviez couru un marathon, quasiment, à un bon rythme, hein. Je l'entends.
Mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir été là, d'avoir été réceptifs, d'avoir été actifs aussi. C'était un gros, gros morceau. Sachez déjà que c'était cool. Flo, merci à toi. Merci à toi, Pancho. Merci beaucoup. C'était une pure soirée. J'espère que on pourra refaire ce genre d'événement. Et puis, en tout cas, le conseil de classe, voilà, il est estampillé Flo. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors, les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous. Il n'y a pas de date pour l'instant. Mais en préparation, une vidéo sur Raresh Illier et sa saison au Lausanne Sport. Une vidéo de présentation de Franck Hez, philosophie, passage au RC Lens, rapport avec les supporters, communication, bref, en gros un détail avec Jean qui est déjà venu dans les clubs Pancho. Une libre antenne avec Avantinissa dont j'ignore encore la date mais ça va arriver d'ici peu. Et les awards avec notamment Matt et Anto qui sont chauds, voire peut-être une autre personne. On va être assez actifs. Quand le prochain live, je ne sais pas, on verra bien. Suivez-nous sur Twitter pour les dernières infos. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une très bonne nuit, passez une très très bonne soirée. Flo, je t'embrasse. À bientôt. Et puis la Bayeta et Sanissa. Ciao, ciao. Nissa, Nissa, ciao, ciao.